Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes à ce webinaire sur la thématique donc, des achats solidaires et inclusifs et leur place et leur intérêt dans le cadre des démarches achats responsables. Pour ma part, je suis Marie-Claire Nico, mais je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, donc associée chez Buy Your Way, cabinet en conseil d'achat responsable. Et aujourd'hui, je vais donc laisser la parole à Marie Floquet, qui est directrice générale des Canaux, qui va pouvoir en parler de l'association Les Canaux, et Fanny Ménard, qui est également associée et directrice générale chez Buy Your Way. Elles vont se présenter. Comme je l'ai mentionné, pour finir, nous aurons une dernière partie avec les questions-réponses, au plus tard vers 13h15, un petit peu avant si la présentation est finie avant. Et donc, je le redis une dernière fois, surtout n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires dans le champ de conversation de la réunion. On y répondra avec plaisir. Merci beaucoup et bon webinaire à toutes et à tous. Merci Marie-Claire, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie d'être avec nous aujourd'hui et de représenter l'association Les Canaux. Je vais te laisser la parole juste après m'être présentée rapidement et puis on pourra reparler globalement de nos organisations à la fin si vous avez des questions. Mais donc en effet, je dirige Buy Your Way, qui est un cabinet de conseil qui est dédié aux achats responsables. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les organisations à intégrer les enjeux de responsabilité sociale et environnementale dans leur stratégie et leurs pratiques achats. Et on trouvait ça vraiment intéressant de parler ensemble du sujet des achats inclusifs et avec des gens qui font ça bien et qui ont plein d'exemples à nous partager, notamment l'association Les Canaux. Et donc, d'avoir invité Marie à échanger ensemble aujourd'hui. Merci Fanny pour ton invitation. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc directrice générale de l'association Les Canaux, qui a un très beau lieu à Paris qui s'appelle la Maison des Canaux, qui est un lieu de visite de l'économie, enfin de démonstration de l'économie circulaire. Et la mission de l'association, c'est de venir en appui aux politiques de développement économique pour pousser, pour mettre en avant, pour faire progresser toutes les entreprises, donc TPE, PME, associations qui se lancent sur des sujets d'économie solidaire et d'économie circulaire. Donc, notre rôle, à travers les différents programmes que nous proposons, c'est de les mettre en avant, de les faire grandir, de contribuer à les accélérer pour que cette part de l'économie moins connue, moins conventionnelle, prenne sa place dans le paysage économique actuel. Merci. Alors, on a décidé ensemble de parler, on aurait pu parler beaucoup achat circulaire et le sujet de la circularité. On a décidé de s'orienter plutôt côté achat inclusif et solidaire. Pour commencer, on voulait vous poser la question de savoir si quels étaient les mots qui vous venaient en tête, quelles étaient les définitions qui vous venaient en tête en matière d'achat inclusif et d'achat solidaire. Si vous voulez commenter dans la conversation, notamment sur voilà, qu'est-ce qui vous vient en tête quand je vous dis achat inclusif, achat solidaire, quelle pratique, quelle définition, peut-être quel type d'organisation, euh, pour pouvoir commencer à échanger ensemble sur ce sujet. Diversité, handicap, ESS, ESUS. Alors déjà, c'est bien plus large que ce dont on a souvent l'habitude d'entendre parler, mais c'est vrai qu'il y a le sujet du handicap, des ESAT, de la diversité, de l'économie sociale et solidaire sur laquelle on va revenir, les ESAT, Grégory dit équité, équitable, humain. Il y a aussi un sujet en effet sur la notion d'équité, d'accès équitable aussi à l'emploi, à l'activité économique. Forcément, ça parle d'humain. Cyprien nous dit aussi la santé. Sylvana parle de la parité homme-femme, qui est un sujet aussi. C'est vrai que souvent on le traite plutôt dans la partie sociale, j'allais dire classique des achats responsables, le sujet de la parité femmes-hommes, et peut-être moins sur le sujet des achats inclusifs en tant que tel. Alors, merci déjà pour toutes ces réponses. Et en effet, l'idée, c'était de revenir un peu vers vous sur ces grands sujets que sont les sujets des achats inclusifs et solidaires. Alors, en France, on a des champs économiques qui sont assez structurés et structurants sur lesquels je vais revenir et qui sont notamment le champ de l'économie sociale et solidaire. Ce petit schéma de la vie précise souvent ce qu'on entend par achat inclusif ou achat socialement responsable qui couvre le champ du handicap, mais aussi de l'insertion. C'est souvent à ça qu'on pense en premier
mais aussi par exemple du commerce équitable, des enjeux de diversité, et sur lesquels parfois, notamment sur les enjeux de diversité, on a parfois un peu plus de difficultés en France à intégrer ça dans les démarches achats responsables, alors qu'en fait ça peut en faire pleinement partie et qu'on a des outils qui peuvent permettre de travailler ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent le premier sujet auquel on pense, c'est insertion, clause d'insertion notamment dans les marchés publics, handicap, recours au secteur adapté et protégé, donc les ESAT dont vous avez pas mal parlé. Sachez qu'il n'y a pas que les ESAT qui ont des structures très spécifiques de centres médico-sociaux, mais il y a aussi les entreprises adaptées qui sont des entreprises classiques dans leur fonctionnement, avec un statut juridique d'entreprise, mais qui embauchent en majorité des personnes en situation de handicap. Et il y a aussi tout un champ des possibles sur l'économie sociale et solidaire, sur lesquels je vais revenir. Ça, c'est très franco-français, puisque ce statut, par exemple, de travailleurs en situation de handicap, les sujets de l'insertion et la structuration du secteur de l'insertion sont très françaises. Et en fait, quand on parle aussi d'achat inclusif, si vous êtes dans des entreprises qui sont internationales, on va avoir d'autres sujets et d'autres façons de faire, ce qu'on appelle parfois le diversity sourcing. Donc, par exemple, le fait d'aller acheter auprès d'entreprises qui sont dirigées ou détenues par des femmes. Et vous avez notamment un guide de UN Women qui travaille sur ce sujet et qui explique comment on peut sourcer notamment et avoir des démarches spécifiques de sourcing d'entreprises auprès détenues par des femmes, pardon. Et puis après, il y a tous les sujets du diversity sourcing, comme on peut l'entendre dans les pays anglo-saxons. Ça peut être le cas notamment au Royaume-Uni. Alors, c'était le cas, on va pas faire de news politique, mais c'était le cas de gros programmes Diversity and Inclusion qui existaient aux États-Unis jusqu'à il y a quelques temps, et donc où il y avait des gros programmes aussi de diversity sourcing. Ces choses sont un petit peu en train d'évoluer, mais vous allez pouvoir les retrouver par exemple au Royaume-Uni ou au Canada, et donc le fait d'aller par exemple se sourcer auprès d'entreprises détenues par des personnes racisées. Ça, c'est très culturellement anglo-saxon. En France, on a plutôt de la structuration, j'allais dire culturelle et légale, autour d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà le champ des achats dits inclusifs et solidaires. Quand on rentre dans l'économie sociale et solidaire, qui a été, il y a une dizaine d'années maintenant, normée et réglementée par la loi dite la loi Hamon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi considérer ces entreprises, considérer ces organisations, plus globalement de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va au-delà du secteur du handicap et au-delà du secteur de l'insertion, mais avec les coopératives qui, de droit, sont statutairement partie de l'économie sociale et solidaire, de toutes les sociétés commerciales d'utilité sociale, donc qui ont un agrément qu'on dit ESUS, et puis on retrouve aussi les mutuelles et les associations et les fondations dans ces structures de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est important quand on pense à aller acheter auprès de ces structures, c'est qu'en fait, elles ont dans leur fonctionnement des gouvernances démocratiques, elles ont un but poursuivi, notamment pour les sociétés commerciales d'utilité sociale, un but poursuivi qui va au-delà du seul partage des bénéfices, mais aussi avec une vocation sociale, sociétale, environnementale liée à l'impact social ou au développement durable, et puis avoir une gestion économique qui a pour but principal plutôt le maintien, le développement de l'activité d'entreprise, notamment dans la répartition de la valeur. Et donc, c'est des entreprises qui ont, pas toutes des entreprises, des organisations qui ont dans leur valeur un certain nombre d'enjeux qui sont liés à leur utilité sociale et envers la société. Alors pourquoi s'intéresser aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et plus globalement de l'économie engagée, comme on peut l'entendre avec l'association Les Canaux? C'est qu'en fait, c'est souvent un vivier de compétences et de savoir-faire parfois inexploré, parce qu'en fait, on ne va pas forcément sourcer ce type d'entreprise, alors qu'en fait, elles savent faire des choses. Et notamment, Marie, tu reviendras peut-être sur les sujets de l'économie circulaire. C'est beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ou d'entreprises engagées qui travaillent sur ces nouveaux modèles. Et contrairement à ce qu'on pense, et on le verra aussi avec des exemples, des offres compétitives et des offres de qualité, c'est-à-dire que souvent,
On peut se dire, en travaillant avec des entreprises de ce secteur-là, ça va nous coûter plus cher ou la qualité va être moins là, alors qu'en fait, on prouve par exemple que ça n'est pas le cas. Et puis, c'est travailler sur l'impact social et environnemental positif plus largement, mais aussi sur un impact sociétal parce que souvent, ce sont des organisations qui sont aussi très ancrées dans leur territoire, très en lien avec leur territoire et donc qui peuvent avoir des vrais impacts positifs socialement et sociétalement sur leur territoire d'implantation. Alors, tout ça, c'est de la création de valeur pour les acheteurs et je vais laisser la parole, à Marie, notamment pour vous donner, quelques exemples et puis pour vous dire, comment les canaux travaillent sur ce sujet-là. Mais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, challenger aussi les offres en élargissant le presse des prestataires. On va aller trouver de nouveaux prestataires qui souvent réfléchissent autrement, fonctionnent différemment et donc peuvent, vous apporter d'autres solutions et puis aussi accroître, la compétitivité de ces acteurs face, à des offres conventionnelles parce que plus on va leur donner les marchés, plus ils vont structurer, plus ils vont être, compétitifs. Et notamment, ça a été, le cas avec ce qui a été fait, par les canaux, avec, l'organisation, enfin, le travail autour, du recours à ces marchés, pour les Jeux olympiques. Mais là, Marie, je te laisse la parole. Merci. Merci Fanny. Oui, alors j'ai décidé de prendre la parole autour d'un cas concret parce que ce cas concret n'est pas un petit exemple, c'est ce qui a occupé une partie de l'équipe des canaux, une dizaine de personnes pendant 6 ans. C'était le travail autour de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, pour lequel la ville de Paris et le président de l'organisation, Tony Estanguet, se sont engagés dès la candidature à faire des Jeux plus inclusifs et plus durables. Et pour ce faire, une des composantes de leur engagement, ça a été de faire en sorte que les entreprises qui contractent avec dans le cadre de Paris 2024 et pour la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques qui s'est occupée de la plupart des constructions des équipements pour accueillir les épreuves sportives, fassent appel à l'économie dite sociale, solidaire et à cette économie engagée de l'ESS, avec une ambition très importante au départ affiché par la Solidéo d'avoir un retour des entreprises au territoire de à peu près 15% d'entreprises TPE-PME du territoire qui bénéficient de ces marchés. Et le score a été atteint à un niveau de 37%. Et puis de faire travailler aussi en priorité ces entreprises de l'insertion du handicap. Vous évoquiez tout à l'heure dans les définitions que vous mettiez derrière ces sujets la notion d'équité, d'humanité, de parité femmes-hommes. En fait, quand on parle des entreprises d'insertion, par exemple, il faut savoir que ça recouvre, mais vous le savez vraisemblablement, toutes les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc qui sont inscrites à Pôle emploi depuis plus de 2 ans, qui sont soumises au RSA, les personnes qui sont réfugiées, les personnes qui sortent de parcours de prison, les femmes qui ont du mal à trouver un emploi stable du fait de la garde de leurs enfants. Et donc, en fait, toutes ces personnes-là peuvent, grâce aux entreprises qui se dédient à les faire travailler un certain nombre d'heures dans la semaine et derrière, peut-être trouver un emploi ou trouver une formation qualifiante qui va leur permettre derrière de se professionnaliser sur un métier. Et donc, vraiment, l'enjeu, quand on parle de ces sujets-là, c'est pas des mots concepts, c'est vraiment de faire travailler ces personnes-là, de faire travailler cette réalité, enfin, de donner une réalité économique à ces personnes-là. Peut-être on va passer à la slide juste suivante. Je sais pas si je peux le faire, moi. Voilà. Donc, ce qui s'est passé avec le programme ESS 2024, c'est que pendant 6 ans, Paris 2024 et la Solidéo ont confié aux canaux la mise en place d'une plateforme qui s'appelait ESS 2024, qui avait pour vocation d'identifier toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire en capacité de répondre au marché et de les former, de les préparer pour qu'elles puissent le faire, puisqu'en fait, des deux côtés, Fanny l'évoquait, il y a des freins psychologiques. Du côté des acheteurs, il y a un frein psychologique sur le fait que le marché puisse être attribué et qu'on trouve suffisamment de prestataires et qu'une fois qu'on a trouvé ces prestataires, ils soient fiables, que le marché puisse être attribué véritablement. Mais de l'autre côté, on a un certain nombre de freins psychologiques des entreprises de l'ESS qui ont peur de ne pas être payées à temps, de ne pas réussir à répondre, de devoir faire énormément de dossiers, de paperasse pour candidater au marché avec un niveau de résultats très très faible. Et c'est là où nous, en tant qu'association d'intérêt général,
on les a accompagnés, on les a aidés pour augmenter en réalité leurs chances de gagner. Donc, comment on a fait? D'une part, on les a identifiés, on a connu leur travail, compris leurs contraintes pour pouvoir les transmettre aux acheteurs derrière et pour pouvoir faire de la pédagogie auprès des acheteurs sur les contraintes que pouvaient avoir ces structures-là. On a aussi identifié leur offre de service et on les a accompagnés sur leurs offres de service. Et puis, quand on en avait plusieurs qui faisaient le même métier, qui candidataient pour un marché trop gros pour elles, on les a encouragés à faire des groupements. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui concerne, parce que je pense que parmi vous, il y a des acheteurs et des acheteuses, c'est ce qui concerne le travail d'achat socialement responsable, c'est-à-dire au-delà du travail des facilitateurs que vous pouvez avoir comme interlocuteurs, interlocutrices dans les territoires, qui vont s'occuper de l'emploi direct et qui vont s'occuper de l'intérim. Là, nous avons travaillé vraiment, donc en partenariat d'ailleurs avec les facilitateurs et les facilitatrices sur les territoires, pour vraiment faire monter des personnes morales. Et les résultats sont sous vos yeux. Plus de 4,5 millions d'heures travaillées en insertion. On a fait, à l'inverse, un certain nombre de sourcing auprès des entreprises générales qui travaillaient avec Paris 2024 et avec la Solidéo pour les aider à sourcer leurs achats. Et là, je vais vous donner un exemple. Et puis, on a accompagné plus de 750 entreprises, dont une entreprise sur deux a effectivement remporté un marché derrière. Et nous avons aussi produit un certain nombre de cahiers d'impact. En fait, c'est des cahiers, des études sectorielles pour identifier un certain nombre d'entreprises par classe d'achat qui sont en capacité de répondre et qui cochent ces critères, soit d'entreprise d'insertion, entreprise adaptée ou entreprise de l'économie sociale et solidaire. Sur les sourcings réalisés, je vais paraphraser le directeur délégué des achats de Paris 2024, Olivier Debargue, qui nous a expliqué comment il avait travaillé en disant, voilà, le sujet n'a pas été de rédiger des achats ad hoc pour les entreprises de l'ESS à foison. On savait que de toute façon, on aurait plus de 500 achats à réaliser. Il a été d'abord d'identifier quelles étaient les classes d'achats dans lesquelles on pouvait aller piocher des compétences et des prestataires. Et de là, on a décidé de travailler sur 10, 15, 20, 30 contrats d'achat, offres d'achat, pardon, appels d'offres, pour les rendre plus perméables et plus ciblés en fait vers ces entreprises-là. Donc ça a été ce qu'ils appellent lui du sourcing inversé. Et donc nous, on avait la possibilité dans notre base de données où étaient référencées plus de 6000 entreprises de pouvoir dire, ben voilà, sur telle classe d'achat, vous avez 2 entreprises ou 50 qui vont pouvoir répondre à votre marché. On va peut-être passer à la slide juste après. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont remporté des marchés. C'est des choses très concrètes sur des métiers très variés. Donc, vous allez le voir, donc, il y a eu 100 000 t-shirts des volontaires qui ont été réalisés par l'atelier Fil Rouge, qui est un atelier d'insertion marseillais. Il y a eu plus de 130 000 tonnes de linge qui ont été opérées par le premier groupement d'entreprises du handicap et de l'insertion, qui ont fait un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. C'est un des plus gros marchés attribués à l'occasion des Jeux. Ça, c'est une belle histoire, puisqu'en fait, c'est un groupement qu'on a aidé à constituer, avec notamment notre partenaire régional, le Graphi, pour identifier un certain nombre de laveries qui font travailler des femmes majoritairement en insertion, qui se sont groupées sous la bannière de la conciergerie solidaire, autre entreprise de l'ESS, pour pouvoir récupérer le linge des athlètes, lequel était emballé, on va dire, dans un filet avec un QR code, transmis, récolté, envoyé, dispatché à travers plusieurs laveries et renvoyé à son propriétaire à la fin. Et donc, tout le sujet des laveries a été de trouver la tête de groupement, en l'occurrence la conciergerie solidaire, qui, grâce à ce système de QR code, a pu prendre le groupement en charge et répondre à un problème au départ de logistique informatique. Donc, vous voyez comment on peut combiner en fait plusieurs acteurs pour leur permettre de répondre à un marché. Vous connaissez peut-être aussi la société Le Pavé, qui est maintenant assez populaire parce qu'ils ont fourni 11 000 sièges de gradins et des podiums à partir de déchets plastiques. C'est une entreprise qui récupère des bouchons de bouteilles et qui en fait des plaques de plastique qui sont moulables ou qui font des plans de travail, qui font des revêtements pour l'aménagement, l'ameublement. Et Le Pavé est passé de 3 à 35 salariés grâce au marché des Jeux. Je ne vais pas dérouler la suite des exemples, mais tout ça pour vous dire que
l'intérêt pour ces entreprises, c'est de rassurer sur leur capacité à délivrer la même qualité de travail qu'une entreprise conventionnelle. Et c'est derrière, en fait, grâce au levier de la commande publique ou de la commande privée, de réussir à trouver des clients et à développer leur chiffre d'affaires et donc à grandir. Et ce qui est vraiment intéressant sur les exemples que tu donnes, Marie, c'est que souvent, l'insertion étant venue notamment par les marchés publics historiquement, on voit beaucoup l'insertion dans le bâtiment. Et ce qui est intéressant, Oui, et donc souvent d'ailleurs avec des personnes en insertion qui sont plutôt des populations masculines. Ce qui est oui, intéressant, c'est qu'il y a aussi toute l'insertion de femmes éloignées de l'emploi et que un certain nombre de ces marchés, notamment le marché sur les laveries dont tu parlais, permettent aussi l'insertion de femmes. Et ce qui est oui. intéressant aussi, c'est que ça sort un petit peu des sujets classiques qu'on imagine sur ces types de marchés, puisque là, on voit qu'il y a la construction, enfin, la mise à disposition des sièges et des gradins, il y a les t-shirts, il y a toutes les serviettes, bref, il y a tout un tas de secteurs qui souvent ne sont pas identifiés et donc sourcés par les acheteurs, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est ça qui était intéressant dans ce que disait le directeur achat des JO, c'est que c'est justement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre ces catégories d'achat et se dire qu'est-ce qui existe, et que c'est souvent la première étape pour se rendre compte qu'il y a plein de choses qui existent, bien au-delà des un peu clichés qu'on a en tête sur ce sujet. Et tout à fait, et tu m'offres une belle transition, parce que donc, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la logique d'héritage du programme ESS 2024, on a lancé le 28 janvier dernier la Fabrique des marchés responsables. Alors, au départ, à l'initiative des collectivités, quand même, qui ont mis en place, pour la plupart d'entre elles, des SPASER, des schémas de promotion des achats socialement et environnementalement responsables qui se sont dit: «Mais c'est génial, ce qu'a fait Paris 2024, c'est absolument fantastique. Nous souhaitons le faire à notre mesure» et donc on a fait basculer le programme vers un programme pérenne et la Fabrique des marchés responsables, donc on est reparti à zéro sur le sourcing des entreprises. Vous annoncez 1 000 entreprises référencées en décembre 2024. Nous sommes, repartis à zéro pour des questions de RGPD, mais on est heureux aujourd'hui d'annoncer que sur, nos débuts de référencement, donc à 2 mois de vie du programme, on est à 500 entreprises référencées. En majorité en Île-de-France, puisque le programme est lancé principalement en Île-de-France et en région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon. Mais on a aussi quelques TPE, PME en Aura, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine majoritairement. Et donc là, l'offre qu'on leur propose, parce que nous, on se place du côté des entreprises pour les aider, des TPE, PME de l'économie sociale et solidaire pour les aider, c'est un premier référencement sur notre base de données qui leur permet d'avoir tous les mois un conseil avec des achats qui tombent, des conseils pour se grouper, pour répondre au marché et aussi des notifications personnalisées correspondant à leur classe d'achat. Donc on a ce travail à la fois de pédagogie et d'onboarding, on va dire, des entreprises qu'on accompagne et aussi un travail de veille sur les marchés pour pouvoir leur pousser des appels d'offres et des marchés. Et puis, on en sélectionne 60 tous les 6 mois qui font partie de cohortes et qui bénéficient de formation, d'un entraînement un peu plus poussé pour répondre au marché. Pour l'instant, on en a 40 en Île-de-France et 20 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là aussi, vous seriez surprises et surpris de découvrir la panoplie, la diversité des métiers auxquels peuvent répondre ces entreprises. Et donc derrière, pour travailler avec des acteurs comme Buy Your Way, d'autres cabinets qui sont engagés sur ces questions-là et vous-même en direct, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition ces informations. Nous, notre intérêt, c'est qu'à un moment donné, des clients, des acheteurs leur tendent la main et leur proposent des marchés. Donc, de les faire connaître et de les visibiliser un maximum. Donc, merci Fanny pour contribuer à ce travail de mise en avant de cette initiative et des entreprises si on y va plus finement. Mais qui est une belle initiative. Enfin, moi, je crois énormément à titre personnel et pour Buy Your Way au sujet de l'économie sociale et solidaire. Et donc, en effet, on a besoin de montrer que c'est pas restreint en matière de sourcing et qu'il y a tout un tas d'entreprises et de permettre à ces entreprises de se développer justement pour pouvoir encore plus exister sur ces marchés. Alors, on avait parlé de freins psychologiques, par exemple. Est-ce que vous, et à nouveau, vous pouvez répondre dans la conversation, vous identifiez des freins sur la mise en œuvre de ces typologies d'achats? Alors, on a déjà commencé à vous donner des solutions avec ce que Marie a présenté, mais est-ce que vous identifiez encore d'autres freins ou peut-être des exemples concrets quand vous avez tenté les achats inclusifs et solidaires dans vos organisations?
Pas du tout, vous n'avez pas de Il n'y a frein. pas de frein, donc on y va, on y va. Il y a pas de frein. Le prix et le risque de malfaçon, ça c'est en général le premier frein auquel on pense et ça va nous coûter plus cher parce qu'on a souvent tendance à penser que ces entreprises peut-être sont moins rentables ou donc vont coûter plus cher alors que en général c'est pas le cas. Et puis les risques de qualité. Alors, sur le prix, ça peut être le cas quand même de temps en temps, mais en effet, derrière, ça s'inscrit quand même, tu le disais au début, dans une politique d'action territoriale. Alors, on ne peut pas cibler un territoire en particulier, mais en fait, l'entreprise qui va sourcer des entreprises de l'économie sociale et solidaire va faire travailler des acteurs locaux. Donc, ça, il y a un retour au territoire et il y a un retour sur l'emploi qui est très important. Et sur le risque de malfaçon, en fait, on a des taux de satisfaction sur les marchés qui ont été passés pour Paris 2024 de plus de 98%. Oui, Alors, c'est... ouais. Non, vas-y. Les acteurs, je réponds, hein, vous trouvez ces acteurs selon le besoin, mais nous, on les référence, voilà, doucement mais sûrement, depuis la fin du mois de janvier. Oui, par exemple, en passant par les canaux. Après, il y a d'autres associations, mais qui sont souvent d'ailleurs plus spécifiques sur des typologies de secteurs. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en avant tout le travail que font les canaux sur le sujet des marchés responsables, enfin de la fabrique des marchés responsables, pour pouvoir justement vous aider à sourcer et pour répondre aussi à Grégory sur le fait de dire on a un sourcing qui n'est pas forcément fléché en fonction du besoin, c'est tout ce travail et que là on peut faire, nous côté Bayerouet, d'accompagnement vraiment sur les stratégies d'achat pour intégrer ces enjeux. Alors souvent sur les achats responsables, on va intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, droits humains, mais aussi ça, c'est-à-dire ces opportunités potentielles de pouvoir aller sourcer des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises engagées, de permettre aux acheteurs de se poser ces questions, d'aller à des événements, par exemple, pour sourcer différemment, de voir ce que font les canaux pour sourcer certaines... Enfin, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ça. Et d'ailleurs, souvent, dans les freins, on dit le prix, le risque de malfaçon. C'est souvent un frein qui peut venir aussi des prescripteurs et pas toujours que des acheteurs, c'est-à-dire des directions internes qui vont émettre le besoin et qui vont dire mais oui, mais on n'a pas l'habitude de travailler avec ce type de fournisseurs ou on ne sait pas les trouver. Et c'est là le rôle des acheteurs aussi, c'est de pousser ça et de montrer que c'est possible en amenant des exemples. Et c'est là que les exemples, vraiment tout le travail qui a été fait sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 est un super exemple parce que ça en donne plein d'un coup de choses qui ont fonctionné. Oui, alors sur les salons et les autres événements dédiés à ces sujets, en fait, dans les newsletters que nous envoyons mensuellement aux référencés, on leur partage des salons. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi les événements que vous organisez qui permettent à des entreprises de venir vous rencontrer. Il faut que je vous donne l'adresse mail. En fait, pour le coup, il y a Fabrique des marchés responsables @lescanaux.com. Je pourrais peut-être la mettre dans le chat. Ouais, la mettre dans le chat et puis nous, on pourra la renvoyer ou Ouais, la remettre sur le support, tout à fait. Et ouais. en effet, l'idée, c'est de se poser aussi les bonnes questions quand on va préparer ses achats. C'est de se dire, bah, est-ce que je me suis ouvert au fait que je peux avoir, dans tous les critères que je vais avoir, potentiellement des critères sur l'impact social et l'impact territorial, puisque autant dans les marchés publics, on ne peut pas flécher la zone, autant dans les marchés privés, on fait ce qu'on veut et on peut très bien dire qu'on ne veut travailler Ah, enfin, sur certaines catégories d'achat qu'avec des fournisseurs locaux, par exemple. Et donc, ça peut favoriser aussi le recours à ce type d'organisation. Le fait de faire des démarches de sourcing inversé, quand on en parlait Marie, et aussi de se poser la question dès le départ en disant bah, ok, j'ai toutes ces catégories d'achat, je fais mon sourcing, qu'est-ce qui est disponible et donc qu'est-ce que je vais réserver quand on parle des marchés publics, mais potentiellement aussi dans les marchés privés en disant bah, sur tels achats ou sur tel volume dans ma catégorie d'achat, je vais uniquement interroger des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, pour ouvrir un peu sur le sujet de l'économie circulaire, en fait, il y a aujourd'hui de plus en plus, dans le cadre de l'économie circulaire, des organisations d'insertion ou qui ont un impact social positif qui vont travailler sur les sujets de tri, sur les sujets de transformation. Et donc ça peut être vraiment intéressant. Et je sais qu'avec Grégory, on parlait d'un sujet comme ça sur le retour et le sujet de la fin de vie d'un certain nombre de leurs produits, sur comment on peut intégrer des structures
de l'insertion sur ces sujets d'économie circulaire. Et là aussi, nous, dans les outils qui ont été travaillés, mais les cahiers d'impact par famille, c'est-à-dire se poser la question famille par famille de la stratégie, du sourcing, de quels sont les fournisseurs disponibles, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Bah oui, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Fanny, c'est la première étape. C'est-à-dire que si vous commencez par vous interroger sur les familles à plus fort potentiel dans vos différents achats, oui, ça c'est un travail à faire avec Buy Your Way. Vous pourrez peut-être identifier des grosses marges de progression sur deux, trois familles dans lesquelles nous, on pourra derrière avec lesquels on pourra vous mettre en relation, mais surtout les sujets de la restauration, de l'entretien des espaces verts, de la gestion des emballages, du réemploi, du tri en général. Vous avez pas mal d'entreprises, et puis après, ça dépend de vos métiers, mais dans les prestations intellectuelles également. Enfin, voilà, il y a beaucoup de Ouais. possibilités. Et c'est intéressant dans les prestations intellectuelles parce que pareil, souvent c'est une catégorie où on se dit on va pas traiter le sujet. C'est-à-dire que espace vert catering, ok, prestations intellectuelles pas forcément. Il y a énormément d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les prestations intellectuelles. Il y a par exemple des comptables qui sont des coopératives, donc on peut aussi aller dans ce sens-là. Et puis, c'est des marchés où on peut justement sourcer. Je connais des agences de communication qui sont des entreprises adaptées. Enfin, il y a aujourd'hui tout un champ de sourcing qui est possible. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dès maintenant, vous pouvez, dans vos stratégies, et sensibiliser les acheteurs à explorer justement le sourcing, les répertoires d'entreprises, les salons, tout ce que fait la Fabrique des marchés responsables sur ces sujets pour commencer à identifier justement là où il y a de la marge de manœuvre, et on n'est pas obligé de faire ça sur toutes nos catégories d'achat. L'idée, justement, c'est que on puisse vous aider à cibler là où c'est intéressant et cibler là où il y a vraiment des opportunités, expérimenter ces nouvelles méthodes de sourcing, et puis potentiellement nous contacter, en effet. Et puis, de notre côté, Buy Your Way sur l'accompagnement, et puis nous, on peut faire le lien avec les canaux, ou directement les canaux sur toutes les informations dont parlait Marie, mais vraiment, c'est un champ des possibles important. Et je trouve que le sujet de l'impact positif des achats responsables, parce que souvent, en ce moment, avec les sujets de réglementation, quand on parle achat responsable, on entend beaucoup maîtrise des risques quand même. Et que c'était aussi pour nous l'occasion de parler de tout cet impact positif, social, quand on parle d'insertion, quand on parle d'économie sociale et solidaire, mais aussi environnemental, quand on parle de tous les circuits d'économie circulaire, qui sont des réelles opportunités en matière de responsabilité quand on parle d'achat responsable, au-delà de la maîtrise des risques, dont on parle très régulièrement et dont on va continuer à parler, mais qui ne sont pas le seul sujet des achats responsables. Et puis, Alors, si je peux me oui. permettre d'ajouter, vous parlez d'impact social, environnemental, mais il y a l'impact territorial. En fait, c'est très important de se dire que une entreprise implantée sur un territoire, enfin aujourd'hui, la Fabrique des marchés responsables est majoritairement soutenue par des collectivités, aussi par l'ANRU qui travaille sur la rénovation urbaine des quartiers. Et donc, si vous voulez, l'intérêt pour ces soutiens-là, c'est vraiment d'aller à la rencontre des acheteurs, de tout type d'acheteurs, et de démocratiser ces pratiques-là en mettant en avant le prisme, finalement, le caractère très innovant de ces achats-là. Alors, pas innovant au sens de tech, hein, mais en innovation sociale, environnementale. Je pense que là, vous êtes sur des démarches où vous pouvez encore tracer des routes intéressantes. Et quand on est notamment sur des activités avec un sujet d'acceptabilité sociale forte, par exemple, ou d'ancrage territorial important, c'est vraiment tout un levier via les achats qui est extrêmement intéressant. Quand on travaille en mode projet, ou quand on est un- une grosse entreprise d'un territoire, ça peut être vraiment des choses qui sont intéressantes. Et après, il y a tout le pan, quand on est une TPE-PME, de travailler aussi avec des TPE-PME autres qui peuvent nous ressembler sur les valeurs, sur le fonctionnement, etc. Et de s'ouvrir à ça. Alors, on vous le disait, on peut vous accompagner. Donc, vous avez un petit QR code pour pouvoir nous suivre. Nous, ce qu'on fait chez Buy Your Way, c'est vraiment vous accompagner sur le diagnostic de l'ensemble de ces pratiques. On peut aussi travailler à la formation, et aussi avec les canaux qui peuvent aussi intervenir sur ces sujets, par exemple de sensibilisation, et vous aider à structurer toutes ces démarches pour pouvoir derrière mettre en œuvre et valoriser les démarches. Et puis Marie-Claire a mis dans le chat le lien vers mon
Calendly, qui est une façon de prendre rendez-vous de 30 minutes dans mon agenda si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques-là et en discuter ensemble.